mal avec un voile. En fait, vous n'êtes pas content, vous tremblez parce que vous avez dit une communication excellente. Je parle mieux que vous avez rien à me reprocher. Vous avez voulu me faire une manelle. Vous avez voulu regarder mes tweets. Est-ce qu'elle a aimé un truc sur la Syrie? Il n'y a rien sur moi, monsieur. Et madame a aimé des citations. C'est tout ce que j'ai fait. Et vous, tout ce que vous relayez, vous êtes un lanceur de bombes, vous n'êtes pas un lanceur d'alerte. Vous êtes un lanceur de bombes. Rappel au règlement de monsieur Tanguy. Madame la Présidente, article 54, alinéa 6. Dans votre programme, Madame Le Pen, dans vos 36 pages, cherchez avec moi. Combien de fois le mot profit? 0. Combien de fois le mot bénéfice? 0. Dividende? 0. Les milliardaires français ont vu leur fortune bondir de 67%, mais qu'en disiez-vous? Rien. Le orateur ne doit pas s'écarter de la question, sinon le président l'y rappelle. S'il ne défère pas à ce rappel, et de même que si un orateur parle sans avoir obtenu l'autorisation ou prétend poursuivre son intervention après avoir été invité à conclure, le président peut lui retirer la parole. Article 58, alinéa 2. Tout rappel au règlement doit se fonder sur un article au règlement autre que le présent article. Rien sur les inégalités de revenus. Non, il n'y a pas le mot égalité à l'intérieur. La pauvreté n'est pas mentionnée, ni la précarité. Article 58, alinéa 3. Lorsque manifestement, son intervention n'a aucun rapport avec le règlement ou un fait personnel, ou si elle tend à remettre en question l'ordre du jour fixé, ou si un précédent rappel au règlement avait le même objet, le président lui retire la parole. Voilà, Madame la Présidente, vous m'avez... Alors, monsieur Tanguy, je vais vous retirer la parole au titre de ce même article 54. Je vous remercie. Ah, vous avez vibré pendant ce match? Ouais, très beau match. Comme je dis, après la meilleure équipe a gagné, mais très beau match. Et je vais passer un message pour Manu, en fin de compte. Manu, on n'oublie pas, on ne pardonne pas. Et pour nous mutiler, pour nous blesser, pour nous incarcérer, parce que la lutte pour nous continue. Il ne faut pas politiser le sport. Quand retentissent les premières notes de l'hymne américain, Smith lève le poing droit, Carlos le gauche. Les deux sont gantés de noir. Je suis blanc, je suis chrétien, je suis hétérosexuel. Heureusement que le ridicule ne tue pas, mais la haine que vous véhiculez, elle tue. Et vous êtes un homme dangereux. Moi, écoutez-moi bien, moi je suis étudiante en droit. Moi, je fais de mal à personne. Je fais du mal. C'est ça la haine. Hier soir, il y a eu des échauffourées, notamment à Lyon, Nice, Montpellier, des groupes d'extrême droite qui s'en sont pris à des supporters marocains notamment. Vous-même, vous avez dénoncé cette montée des groupuscules d'extrême droite. Est-ce que c'est pour vous menaçant pour la démocratie? Oui, effectivement, on nous a signalé à plusieurs endroits ce qui pourrait s'apparenter à des ratonnades contre des supporters de l'équipe marocaine. Et moi, je le dis depuis plusieurs jours, je suis très inquiète des groupuscules d'extrême droite dans notre pays qui sont maintenant en toute impunité. T'es le meilleur! Pour les mineurs, les gars, pour les mineurs! T'es le meilleur! Vous avez été les premiers, les Marocains, à descendre au fond! Pour eux, ça! T'es le meilleur, ma vieux! T'es le meilleur, ma vieux! Vous prêtez à rire, vous donnez à pleurer. Oui, c'est vraiment triste. Parce que vous avez vu... Vous envoyé en enfer ou pas? En fait, vous êtes burlesque. Tout le monde ici vous trouve ridicule. Vous êtes un disque rayé. Mais bien sûr que non, je ne veux pas l'avoir, les homosexuels. Et on en a à se poser cette question-là. Qu'est-ce que vous voulez dire aux joueurs de l'équipe de France ce soir? Aux joueurs de l'équipe de France, ils ont très bien joué. Mais Emmanuel Macron a pu... Alors, et vous Moi, je suis infirmier aux urgences. Ça fait 11 ans que je travaille de nuit aux urgences et ma retraite à taux plein sera entre 65 et 66 ans. Autrement dit, je ne serai pas en vie si je continue aux urgences pour faire ça, très clairement. À l'heure actuelle, à l'hôpital public, c'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance à tous les niveaux. Les professionnels sont maltraités, les patients finissent par devenir maltraités aussi. Aujourd'hui, vous disiez tout à l'heure l'intérêt de la grève. Si on avait les capacités, et je remercie les camarades de la CGT et de la SNCF, si on avait les capacités de bloquer nos hôpitaux, aujourd'hui, les gens ne mourraient pas dans les brancards. J'en viens à votre proposition de loi aujourd'hui. Mais elle est à l'image de votre programme. Je suis pour augmenter les salaires de 10%, même 20%, même 30%. Pourquoi pas les doubler? Mais comment comptez-vous, je vous cite, inciter les entreprises à augmenter les salaires nets de 10%? Comment sans mieux répartir les richesses? Comment sans toucher aux bénéfices, aux dividendes, aux profits? Comment? Eh bien, vous répondez avec des exonérations de cotisations patronales. Voilà votre idée. Mais vous vous rendez compte que c'est du Macron? Pourquoi tu es contre la taxation des super profits Total? Parce que c'est conforme à ce que je viens d'entendre, que des clichés. On a un champion français. Quand tu arrives à des situations où près de 50% de ton chiffre d'affaires, tu le redonnes à Total Energy, qui se gave comme un salopard. Qui est notre champion? Moi je suis désolé, j'en ai ras-le-bol qu'on tape systématiquement sur ceux qui créent de la richesse. On va se retrouver avec des gens qui taperont systématiquement, qui seront dans les clichés, dans les caricatures. Creusez un peu. Mais qu'est-ce que tu veux faire quand ton contrat d'énergie fait x15?
tu perds de l'argent. Comment ça se fait que ça fait 40 ans qu'on fait de la robotique, qu'on fait de la numérique, qu'on fait de l'informatique, bref, qu'on fait des gains de productivité dans tous les sens et qu'à la place d'avoir une diminution du temps de travail, on a une augmentation du temps de travail? Où est-ce que ça passe? Votre réponse? Eh bien, dans les années 80, les salariés travaillaient 1 semaine par an pour les actionnaires. Aujourd'hui, c'est 4 semaines. Donc déjà, il y a 3 semaines à gratter de ce côté-là. L'objectif, c'est de mettre le pays à l'arrêt, je dis. Oui. Ouais, je vais pas tourner autour du pot. Aujourd'hui, si on veut être entendu, il faut mettre le pays à l'arrêt. J'entends les problèmes qu'on peut avoir à une station-service, mais la crainte numéro 1 des Français aujourd'hui, c'est pas ça. C'est le décalage de l'âge de départ à la retraite. Ce que me disent les plus jeunes, c'est qu'ils me disent, nous, de toute façon, on n'aura pas de retraite. Donc moi, ce que j'ai envie de dire aux jeunes, tout est fait pour que vous ayez une retraite. Pardonnez-moi une remarque, mais que fait la première dame de France, comme on l'appelle, à la télévision? En l'occurrence, elle était là pour présenter l'opération Pièce jaune. J'entends bien, mais je trouve très curieux. Je pense que ce n'est pas son rôle. Vous savez, je pense que cette question des retraites, on rentre dans les grandes questions d'ordre général, en fait, toujours par des points de détail. La crise des Gilets jaunes, ça a commencé sur le prix du gasoil. La Révolution française, ça a commencé sur qui va pouvoir aller aux États généraux. Bon, ça rentre sur des points de détail. Mais en fait, ça pose des questions sur le sens de l'existence. Quel sens on donne à notre existence? Est-ce que c'est produire, consommer? Alors, Sarkozy nous disait « travailler plus pour gagner plus ». Avec Macron, on doit juste travailler plus, on n'a même plus le gagner plus. Bon, mais est-ce qu'on doit être enfermé là-dedans comme un hamster dans une cage? Et ça pose des questions sur quel est le sens de l'histoire. Keynes pariait qu'à la fin du XXe siècle, on travaillerait moins de 20 heures par semaine. La logique de l'histoire, c'était d'aller vers une diminution du temps de travail, et à l'inverse, on l'a réaugmenté, mais pas pour notre profit. Ce dont on parle là, en fait, c'est aussi d'un horizon progressiste. En fait, c'est est-ce qu'on va avoir des années pour s'occuper de nos petits-enfants, pour aller faire de l'associatif, pour faire du jardinage, etc. Pour défendre ça, on est obligé de tous se mettre en arrêt maladie pour dire stop, parce que ça devient intolérable ce qui est en train de se passer. Et le problème, c'est pas l'hôpital, c'est le gouvernement qui ne nous écoute pas. Ça fait 4 ans avec le collectif Interurgence qu'on demande les mêmes choses. Plus de personnel, plus de salaire, plus de lits. À aucun moment, le gouvernement n'a ouvert des lits. On était 1 an avant la pandémie. Ils sont totalement responsables de ce qui s'est passé pendant cette pandémie. Vous laissez entendre que là où elle va, en tout cas officiellement, pour demander de l'aide pour les hôpitaux, pour vous, c'est un peu un prétexte? D'abord, demander de l'aide pour les hôpitaux, écoutez, qu'elle en parle à son mari, c'est quand même lui qui est président de la République. Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée, ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays? Qui vide les caisses depuis 5 ans? C'est précisément Macron et la République En Marche qui reviennent ensuite plus tard pour vous expliquer les caisses sont vides, alors qu'il y a plein d'arguments pour expliquer que ce n'est pas le cas. Et il y a autre chose qui est assez insupportable, c'est qu'on a constamment le débat économique, mais jamais le débat social. Jamais le débat sur quelles conséquences ça va avoir réellement sur la vie des gens. Je dois prouver mon humanité parce que j'ai un bol sur la tête. Et bah interrogez-vous dans votre coin, arrêtez de parler sur Twitter. On dira photomaton, le gars il est là, il diffuse des photos toute la journée, il sait même pas ce qu'il dit. Vous êtes là pour retweeter des trucs. La réforme de la retraite, c'est une continuité de ce qui a été fait depuis le début, qui vise à détruire à peu près tous les fondements qu'on a réussi à avoir avec la sécurité sociale. Vous parliez du Conseil de la Résistance, mais le but du jeu à l'heure actuelle, c'est de détruire ce Conseil de la Résistance, de faire en sorte que tout soit capitalisé et que tout soit privé. Alors je vous le dis tout de suite, si vous voulez une santé privée, il n'y a pas de souci. 80% des Français n'ont pas les moyens de se payer des séjours en réanimation s'il leur arrive quelque chose. Je vous le dis tout de suite, 24 heures en réanimation, c'est plus de 2500 €. D'accord? Donc vous calculez très vite, 2500 €, c'est même pas le salaire moyen en France. L'état de c'est catastrophique dans l'hôpital. C'est pas les pièces jaunes, c'est pas la charité qu'on demande, c'est la justice sociale. Vous voyez, c'est pas du tout la même logique. Quand je vous parlais des 80 milliards tout à l'heure, 80 milliards empochés par les entreprises du CAC 40 qui sont redistribués en dividendes. Vous préféreriez qu'elle aille voir les patrons du CAC 40 ? Il faut très peu faire croire qu'on sauve le système en nous faisant travailler plus longtemps est tout simplement un mensonge. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un mensonge. Ils peuvent le répéter ad nauseam, cela ne changera pas la réalité. Moi, mon voisin à l'époque dans mon village, qui était maçon, couvreur et qui montait sur les toits, me disait « je n'en peux plus. Je ne peux plus monter sur les toits comme ça ». Aujourd'hui, la nature du travail n'est pas la même. Monsieur Macron, qu'est-ce qu'il a fait? Son dernier quinquennat, il a supprimé des critères de pénibilité de l'emploi. Ça veut dire qu'il a décidé que porter des charges lourdes pendant une vingtaine d'heures par semaine, être exposé à des agents chimiques dangereux, ça n'était plus des critères de pénibilité. Ça me paraît d'un niveau de déconnexion absolument incroyable. Les déménageurs, les couvreurs, les gens dans les travaux publics sont équipés d'exosquelettes, ils sont équipés de matériaux. Aujourd'hui, la pénibilité n'est plus la même. Moi, quand je suis rentré chez Renault il y a une trentaine d'années, on était cassés physiquement.
parce qu'on portait énormément de pièces à la main. Maintenant, c'est quand même robotisé. Mais ce qu'il y a, c'est que quand tu rentrais, on faisait 20 voitures à l'heure. Maintenant, on en fait 60 à l'heure. Plus d'automatisation, mais plus de cadence aussi. Plus de cadence. Et du coup, on en vient à faire une réforme qui ne va pas pénaliser, ne va pas faire cotiser les gens qui ont un bac plus 5, qui ont des métiers donc moins pénibles, souvent plus intellectuels et donc qui détruisent moins les corps finalement. C'est bien celles et ceux qui ont le corps abîmé par le travail, qui font des gestes répétitifs et qui donc sont usés et n'ont qu'un désir, c'est de partir à la retraite pour en profiter. Vous oubliez, chers collègues, que la vie, elle est faite de choix et que moi, personnellement, je connais beaucoup d'AESH. Ce sont des mères qui ont arrêté de travailler à une époque pour s'occuper de leurs enfants. Elles choisissent ce statut pour avoir les mercredis, les vacances scolaires et elles assument, c'est un choix, voilà. Ce que j'en pense, c'est que non. On ne pourra pas aller à 64 ans. Lever des personnes, faire des transferts, lever des charges lourdes, on ne peut pas. Évidemment, si vous reportez l'âge légal, elles sont évidemment un peu pénalisées par ce report de l'âge légal. On n'en disconvient absolument pas. Donc les femmes sont pénalisées par... Non, mais elles sont un peu plus impactées du fait que... Écoutez-moi... Je veux dire, il pédale dans la semoule. Hein, il pédale totalement dans la semoule. Une auxiliaire de vie à 50 ans, elle a déjà subi soit une opération, soit des accidents de travail. On est usé, on a une charge mentale énorme. Voilà. Et elles sont heureuses de ce qu'elles font. Arrêtez de victimiser les professions, c'est tout. La vie est faite de choix. Franchement, j'ai réfléchi, les seuls termes pour toi, c'est fils de pute, c'est tout. Il n'y a rien d'autre, je n'ai rien trouvé d'autre. Cibler des élus, ça vous dérange pas? Nous sommes dans un rapport de force, c'est ce que le gouvernement nous dit. Et s'il faut couper le courant à l'Élysée? Nous n'avons pas. Ah bah ça, ce serait rigolo. Les coupures, les intimidations sur les élus, comme il y a pu avoir, c'est une forme de totalitarisme syndical. Et moi, ça me pose problème. I know. Vous savez ce que c'est les opérations Robin des Bois? C'est remettre le courant à tous ceux qui peuvent plus payer. Et puis je leur ai suggéré, en tout cas je leur suggère, d'aller voir les belles propriétés et les beaux châteaux des milliardaires. Vous avez vu qu'Oxfam révèle que les milliardaires sont encore plus milliardaires. Ça vous dit qu'il faut couper là-bas? Ça serait bien qu'on leur coupe l'électricité pour qu'ils puissent se mettre dans la peau quelques jours des millions de foyers français qui sont en précarité énergétique et qui eux, même quand ils allument le bouton, il n'y a rien qui sort parce qu'ils ne peuvent pas payer leurs factures. Et en ce moment, il y en a beaucoup. On n'a jamais dit que tout le monde était gagnant. On demande un effort, aux Français. Quand le secrétaire général de la Fédération CGT des Mines dit « on va s'occuper d'eux », c'est quand même pas un discours très apaisé, ça, non? Je vous dis, c'est une symbolique. Ouais. C'est une symbolique de la colère. Vous croyez que c'est rassurant et apaisant quand ce type de ministres disent c'est pas grave, vous allez travailler plus longtemps, mais faut faire des efforts. C'est un effort collectif qu'on demande aux Français. Vous avez noté que dans cette réforme, il n'y a que le monde du travail à qui on demande de faire des efforts. Les milliardaires, les représentants du MEDEF, eux, c'est aucun effort. C'est eux qui gagnent plein d'argent et eux, ils sont tranquilles dans leur basket. Et il ne faut pas opposer les riches et les pauvres. Ça, c'est l'ancien monde. On va taper sur la gueule de Total, qui est un champion français. Pouyanné, arrête de te gaver et laisse les artisans travailler. Vous avez choisi de faire travailler plus longtemps une partie des Français, en premier lieu ceux qui sont entrés relativement tôt sur le marché du travail. Sans doute estimez-vous que c'est la meilleure solution. En revanche, prétendre que ce serait la seule, c'est commettre un faux dilemme. Et là, on commence tout de même à voir se dégager une tendance. L'hyperbole, c'est prétendre que la situation serait plus grave qu'elle ne l'est en réalité. Le faux dilemme, c'est prétendre que la seule alternative possible, ce serait le pire. Dans un cas comme dans l'autre, au fond, vous activez les peurs des Français. Ma question est donc toute simple. Si vous utilisez à ce point les émotions pour convaincre, est-ce parce que, au fond, vous n'avez pas totalement confiance en votre argumentation? Et je veux aussi avertir les Françaises et les Français, si jamais cette réforme-là passe, alors qu'il y a 80% des Français qui sont contre, imaginez ce qu'ils seront capables de faire passer derrière. C'est aussi un moment de vérité pour la démocratie et pour le respect de la volonté populaire. Il n'est jamais trop tard pour se parler, il n'est jamais trop tard pour échanger, il n'est jamais trop tard pour se comprendre et il n'est jamais trop tard pour avancer ensemble. Si nous voulons être justes entre les générations et sauver notre système par répartition, nous devons faire cette réforme. Ce qu'avaient en tête les syndicats est en train de se dérouler. Il y a beaucoup de monde dans la rue, dans environ 200 villes de France. Cette image est réellement spectaculaire. Mais j'assume qu'il y a d'autres voies qui sont possibles. Vous savez, moi je méprise pas la retraite. C'est un moment où vous pouvez enfin prendre tout votre temps pour vous, donner du temps à votre famille et donner du temps à la société, puisque nos associations, très majoritairement, elles reposent sur des bénévoles retraités qui donnent de leur temps pour les autres. Ça, oui, c'est tout à fait vrai. Mais du coup, c'est pour ça que je vous dis que... reculant de 62 à 64 ans l'âge de départ à la retraite, vous fragilisez, comme vous venez de le dire justement, les associations qui reposent sur les bénévoles, vous fragilisez les familles. Je crois pas du tout. Aujourd'hui, autant d'heures de garde d'enfants sont assurées par les retraités
que par les assistantes maternelles. On a eu une chance extraordinaire, un mouvement médical 1 an avant une pandémie qui est historique en France. Ça fait depuis des années 80 qu'on n'avait pas vu ça. Leur réponse a été tellement insuffisante qu'on a été dans la même panade que tous les autres pays européens, qui eux n'avaient pas eu de mouvement pour la santé. C'est vous dire s'ils n'ont pas du tout répondu à la question qu'on leur avait posée. Donc aujourd'hui, j'attends plus rien de ce gouvernement. Il y a un pétrolier, c'est Total, on lui tape sur la gueule. Et ben moi je dis j'en ai ras-le-bol quand on tape sur les entreprises françaises. Parce que tous les problèmes régulièrement qu'on me remonte, c'est Total Énergie. Nous devons faire cette réforme. Le contraste est tout de même saisissant entre ce cortège fourni à Paris et ce président de la République qui est loin de la France. Il n'est jamais trop tard pour avancer ensemble. Est-ce que c'est un succès pour vous, cette première journée de mobilisation? Oui, j'avais dit plus d'1 million, il y en a eu plus de 2 millions, donc oui, c'est pas mal. Il y aurait eu 700 000 personnes ou il y aurait eu 1 300 000 personnes, ça ne change pas les choses pour nous. Quand on les écoute, on a quand même l'impression c'est un peu des guignols, quoi. Ils jouent avec nous, avec les manifestants, ils jouent avec une situation sociale qui est quand même très dure et ils le savent. Donc là, c'est sûr qu'il y a tous les éléments pour qu'on s'entende pas et pour que ça dégénère. La haine sur Total, moi ça m'insulte. C'est un salopard. Vraiment, j'ai pas d'autre terme. Donc oui, il faut protéger ce système-là, et tant que le gouvernement rentrera dans une confrontation entre nous, le capital, et qui essaiera de privatiser à tout prix tout ce qui voit entre lui, c'est-à-dire la retraite, l'hôpital, l'école. L'école est dans un état lamentable. Tout à l'heure, Natacha Polony disait, est-ce que c'est une urgence, les retraites? Mais au vu de la société qu'on est en train de laisser, mais moi je veux dire, mais mes enfants, mais j'ai même pas envie d'avoir d'enfants quand je vois l'école que je vais lui laisser, l'hôpital que je vais lui laisser, le service de justice que je vais lui laisser. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on laisse à nos enfants à l'heure actuelle? On entend on n'est même plus à la retraite, là. On en est à leur dire à la vie tout court. On leur laisse rien. Il faut taper très fort, parce que si on tape très fort dès le début, on pourra faire reculer le gouvernement et tout reviendra normalement. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, les Français, ils ont d'autres choses à avoir dans la tête que ces histoires de retraite. On se demande pourquoi ils nous mettent ça devant. Là, c'est des vulgaires syndicalistes qui nous font chier et qui emmerdent la France. Pouyanné, arrête de te gaver. Pardon, mais Omar Sy doit tout à la France. Ces gens sont tout parce que justement la France leur a tout donné. J'ai pas besoin de prouver à quel point je suis français. À qui et pourquoi? La France lui a permis de faire cette belle carrière. C'est la France qui lui a permis de faire fructifier son talent d'acteur. Dans les choix que je fais, dans les projets que je porte, tout est dit où j'en suis en fait. Et oui, effectivement, la France, l'histoire de France, et ce qui se passe ici, c'est important pour moi. C'est un dérapage parce qu'il nous culpabilise. Je trouve ça extrêmement énervant en fait. La reconnaissance qu'il devrait avoir à l'endroit de la France. J'entends des gens qui disent que je devrais dire merci. Si je dois dire merci, tout le monde doit dire merci. Est-ce qu'on peut dire merci Bernard Arnault pour ce chef-d'œuvre qui arrive au musée d'Orsay? C'est un problème que les biens communs comme les œuvres aussi inestables. Merci Bernard Arnault? Non, mais c'est pas la question. Écoutez, je vais pas aller dire monsieur Bernard Arnault. Vous préfériez que les Français payent 43 millions d'euros? Alors merci pour ce débat si constructif. Merci pour ce foisonnement, cette pluie, ce camailleux, peut-être ce dégradé plus exactement, ce dégradé de 49.3. Aujourd'hui, notre pays n'en peut plus de l'injustice et des écarts qu'il y a entre... j'espère pouvoir aller au musée après avoir fait échouer la réforme des retraites et pouvoir profiter, et comme tout le monde, et dire merci à des musées. Et merci au musée d'Orsay et merci aux artistes. Et merci à LVMH. Forceur, non masculin. Un forceur est une personne appuyant avec insistance sur une idée, parfois de manière excessive. Est-ce qu'on peut dire merci Bernard Arnault? Merci patron, merci patron, quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux comme des fous. L'ingratitude permanente. Il y a une ingratitude folle. Cette ingratitude est odieuse. C'est des trucs totalement ridicules, mais c'est une manière justement d'essayer de m'enlever, de me pousser et de faire en sorte que je sois plus français. Il se retrouve aux États-Unis. C'est la France qui lui a permis d'être aujourd'hui aux États-Unis. Lui, en fait, il compte pas. Il n'est pas français. Alors on a essayé de faire qu'il ne le devienne pas. Il est devenu, bon. Et puis maintenant il est, mais regardez, il est là-bas, donc c'est pas vraiment un Français. Trop tard. La France lui a tout donné. Je ne dois rien à personne. Je suis français. Si jusqu'à présent au jeu, la politique avançait à visage dissimulé, ce 16 octobre 68, à 19h17, une paire de gants aura définitivement fait tomber les masques. Nous serons patrons, nous serons patrons, nous serons patrons. À vous le plaisir de travailler pour nous, vous serez heureux comme un
partout. Nous serons patrons, nous serons patrons, nous serons patrons, nous serons patrons. Ce que vous avez fait pour nous.